J'ai accompagné plusieurs patients, plusieurs familles en aide médicale à mourir. Là, c'était particulier. Je suis en soins palliatifs. Fait que moi, c'est la fin de vie que j'accompagne. C'est la mort qui arrive, qu'on accueille. Puis là, de savoir que finalement, il y aurait quelque chose, il y aurait des vies qui viendraient après ça. Quelque chose qui m'apaisait probablement un peu aussi comme ça l'apaisait le patient. Vous venez d'entendre Marie-Josée Baudin. Elle est IPS, infirmière praticienne spécialisée au CIS de la Montérégie-Est. Il y a quelques mois, elle a été à l'origine d'une première à l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, l'aide médicale à mourir, suivie d'un don d'organes. Mon nom est Harold Gagné. Vous écoutez Diagnostic le balado, épisode 3, La vie après la mort. J'ai été appelée par l'équipe des soins à domicile pour une demande d'un de leurs patients qui n'était pas un patient de soins palliatifs, qui était vraiment un patient qui était suivi par le CLSC en soins à domicile. Puis, ils m'ont appelé pour que je fasse une évaluation pour une demande d'aide médicale à mourir parce que le monsieur en avait fait la demande et son médecin, à lui, était en mesure là, de faire une des deux évaluations, mais il manquait quelqu'un pour faire la deuxième évaluation. Son patient, Michel Dulon, a 74 ans. Il est atteint de la maladie de Parkinson depuis 10 ans, mais sa condition s'est considérablement détériorée depuis 2 ans. Là, j'ai fait la connaissance de ce monsieur-là, qui effectivement était un monsieur, un grand gaillard quand même, là, puis qui était affaibli. C'est un monsieur qui avait beaucoup de souffrances physiques en lien là, avec ses comorbidités puis sa maladie de Parkinson, mais qui avait aussi beaucoup de souffrances morales et psychologiques là, qui accompagnaient ça. En fait, il présentait les deux, mais son primaire, c'est vraiment la souffrance morale là, puis psychologique. Là. Un ancien ingénieur, fait que, qui était très structuré, qui était en contrôle, c'était un papa, un grand-papa. Puis là, il se retrouvait cloué à son fauteuil, besoin de une à deux personnes pour faire le transfert au lit, peut-être quelques pas avec une marchette, mais très, très précaire. Là, monsieur qui avait fait beaucoup, beaucoup de chutes, problème de sommeil qui découlait de ses pathologies aussi, puis qui s'alimentait presque plus parce qu'il y avait des difficultés au niveau de l'alimentation. Puis il y avait aussi une hypophonie, fait que il y avait de la difficulté à s'exprimer. Puis ça, pour lui, de plus pouvoir jouer ses rôles sociaux comme il était avant, de plus se reconnaître, pour lui, c'était son majeur. Il était comme, ça vaut plus la peine. La vie vaut plus la peine. Je n'accepte plus de vivre dans ces conditions-là. C'est un monsieur qui était content de sa vie, tout ça, plus content de ce qu'elle était pour lui maintenant, mais qui me disait, c'est de valeur parce que mes organes sont encore toutes bonnes. Il me dit ça, fait que j'ai dit, avez-vous déjà envisagé faire un don d'organes, tu sais? Fait qu'il m'a dit oui. Fait que j'ai dit, tu sais, là, dans un contexte d'aide médicale à mourir, c'est certain que ça engendre des choses, tu sais, il faut avoir des investigations avant, tu sais, il faut que ça se passe à l'hôpital. Lui aurait aimé probablement que ça se passe à sa résidence. Là, il faut que ça se passe à l'hôpital, peut-être en salle d'opération, pas loin de la salle d'opération. Est-ce que ça mettrait un frein, tu sais, à votre désir de faire le don d'organes? Puis non, il était très solide dans sa décision. Fait que là, je voulais pas lui promettre non plus des choses que je pourrais pas réaliser parce que j'avais jamais fait d'AMM en contexte là, de don d'organes comme ça. Fait que j'ai dit, je vais appeler Transplant Québec, on va faire les communications, puis on va voir si c'est quelque chose qui est possible. J'ai reçu un appel un mercredi soir me demandant qui pouvait prendre une référence pour un processus de don d'organes après AMM en Montérégie-Est. Stéphanie Pelletier est infirmière conseil en don d'organes et partenariat des soins chez Transplant Québec. C'était la première fois qu'une IPS nous faisait une référence pour un don d'organes après AMM. Elle m'a raconté brièvement l'histoire de M. Dulon en m'expliquant que M. Dulon avait de la difficulté à parler, à entretenir des longues conversations parce qu'il se fatiguait rapidement, mais que je pouvais éventuellement parler avec sa fille et que je pouvais les contacter. C'est ce que j'ai fait le lendemain. Comme il était très souffrant,
On voulait procéder quand même rapidement. Son aide médicale à mourir, M. Dulon désirait que ça se passe dans les meilleurs délais. Bon, le don d'organes, c'est quelque chose qui demande quand même un certain temps là, à organiser. On ne pouvait pas procéder à l'intérieur d'une journée ou deux. Il y a quand même des examens qu'on doit faire. Ça demande une certaine organisation puis une certaine logistique. Donc, je savais que le temps pressait. Quand elle m'a dit Sorel étant qui presse, ça m'a un peu inquiétée parce que je me suis dit, oh, je ne crois pas que Sorel ait déjà fait d'aide médicale à mourir avec don d'organes. L'infirmière praticienne spécialisée, Marie-Josée Baudin, contacte alors Marie-Josée Denis, qui est la coordonnatrice du programme chirurgie et chef du bloc opératoire et de l'endoscopie à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Fait que j'ai appelé Marie-Josée Denis, puis j'ai dit, écoute, Marie-Josée, une histoire de don d'organes, blabla, aide médicale à mourir, je peux-tu te mettre en contact avec Transplant Québec? Elle dit, ben oui, pas de problème. Je savais que mon équipe était pour être là, qui embarquerait dans ce beau geste pour les autres usagers qui recevraient le don d'organes. Je me suis rendue disponible toute la fin de semaine pour faire le suivi. Nous, on avait fait venir des équipements au niveau de l'hôpital Pierre-Boucher pour être prêts quand c'était pour être fait. Notre anesthésiste a embarqué. J'ai une allothérapeute. J'avais 2-3 infirmières là pour toute la partie bloc opératoire. Mon préposé aussi qui faisait partie de l'équipe. J'ai dû contacter un chirurgien qu'on était pour reprogrammer sa chirurgie, contacter une patiente, exemple, qui était pour être recédulée parce que on était pour prendre la priorité pour faire le don d'organes. Les gens ont compris, on a reporté, ils étaient contents pour l'usager. Consciente que M. Dulon devra subir de multiples examens pour déterminer s'il pourra donner des organes après son décès, Marie-Josée Baudin multiplie les efforts. J'ai appelé en radiologie, puis la technicienne qui est là, elle répond. Puis j'écoute, je raconte l'histoire. Écoute, j'aurais un don d'organes, mais j'ai besoin d'un examen qui va être fait à telle journée. Bon, je demande le scan et tout ça. Fait que ça se peut-tu? Puis elle dit, ben je te reviens. Puis là, elle me revient, elle me dit, ben oui, ça se peut. Tout se mettait en branle. Tout le monde était comme heureux de participer à ça, puis trouvait ça comme un beau geste, je pense, tu sais, puis tout le monde a embarqué là-dedans. Puis tu sais, on sait que ça déborde là, ici comme partout ailleurs, tu sais. Mais ils ont réussi à faire des petits miracles, puis tu sais, à nous trouver une chambre. Elle fait aussi appel à une autre collègue, Nancy Turcotte, chef de l'unité de chirurgie. On a fait le tour ensemble, puis on a regardé pour la meilleure chambre disponible près du bloc, une chambre privée. En fait, on fait toujours nos aides médicales à mourir dans des chambres privées, là. Donc, on a réservé la chambre pour la journée. Puis par la suite, j'ai fait la communication avec la gestion de lit et la coordination qui nous remplace pour être certaine que le lit soit pas utilisé. On l'a libéré expressément pour ce monsieur-là, pour effectuer l'intervention. Pendant ce temps, de son côté, Stéphanie Pelletier de Transplant Québec poursuit ses démarches. On a organisé des rencontres familles par visioconférence avec M. Dulon, qui, lui, habitait dans une résidence supervisée. M. Dulon a une famille absolument extraordinaire qui l'épaulait là-dedans. Je lui ai expliqué dans une visioconférence de quoi ça retournait le don d'organes, en fait, ce que ça lui demandait, ce que ça impliquait pour lui, parce que comme il était souffrant, ça lui demandait quand même de se déplacer à l'hôpital de Sorel pour une demi-journée d'examen. C'est une demi-journée à travers laquelle il doit quand même passer un scan thoraco-abdo-pelvien. Il doit se faire poser ce qu'on appelle un PICC line pour recevoir sa médication. On doit aussi, chez Transplant Québec, faire un questionnaire médico-social qui est quand même assez exhaustif. Beaucoup de questions pour lui, avec sa famille. Faire signer le consentement si ce n'est déjà fait. Mais on l'avait fait là déjà par visio. On doit aussi faire tous les tests de compatibilité sanguine, prendre des prises de sang. Il y a beaucoup de prises de sang à prendre. Ça peut affaiblir un patient aussi de prendre autant de prises de sang. Alors, on fait ça pour vérifier s'il peut donner ses organes et si quelqu'un est compatible à recevoir. C'est ce qui engage le processus de don d'organes. Il pourrait aussi, à travers cette entrevue-là, décider que finalement, c'est trop exigeant. Et c'est correct, le don d'organes, c'est pas à tout prix. C'est important que ce soit offert à tous les patients qui sont en mesure de pouvoir le faire. Mais après explication, c'est pas pour tout le monde nécessairement. C'est le choix qui doit leur être offert. Ça doit aussi être bien expliqué aux familles parce que les familles peuvent pas être négligées là-dedans. Elles aussi, elles vivent ça à travers leurs proches. C'est important aussi de savoir qu'on a bien expliqué à M. Dulon que
le soin d'aide médicale à mourir allait être priorisé à travers ce processus-là en tout temps. Ils étaient sur le bout de leur chaise en attendant mon appel. Est-ce qu'on allait avoir un premier organe accepté? Et le jour où je leur ai dit, le samedi, qu'on avait des poumons au minimum, ils étaient vraiment contents. Je leur ai annoncé par visioconférence. J'ai appelé une de ces filles pour dire, est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux vous contacter? Et M. Dulon en a pleuré. Il a donné combien d'organes? On visait ses poumons et ses 2 reins, donc 3 receveurs. Puis, pour des raisons chirurgicales, on n'a pas pu greffer ses poumons, mais ses reins ont été greffés. Donc, il a sauvé 2 personnes avec ses 2 reins. On ne sait jamais, là, jusqu'à la toute fin, combien d'organes on va pouvoir greffer. On évalue toujours les organes progressivement et on peut toujours faire des découvertes fortuites. Puis des fois, c'est qu'à la chirurgie qu'on peut évaluer là, la faisabilité de la greffe. M. Dulon, entouré de sa famille, peut partir en paix. L'IPS Marie-Josée Baudin l'accompagne. Quand vous avez procédé à l'aide médicale à mourir, Ouais. il était dans une chambre ici. Exactement. Racontez-moi, comment ça s'est passé? Oui. Fait que le monsieur est arrivé la veille. Il voulait, tu sais, pour être plus stable, il voulait être accueilli la veille à l'hôpital au lieu de rentrer la journée même. Fait que ça a été possible. Fait que quand je suis arrivée le matin, lui était déjà installé à sa chambre avec la famille qui était présente, là, tu sais, ses enfants, ses petits-enfants. Fait que je suis retournée les saluer, voir comment ça allait, si c'était toujours leur décision, procéder à l'aide médicale à mourir et tout ça. Puis l'équipe de Transplant Québec était déjà sur place parce qu'ils accompagnent beaucoup les familles. Puis comme c'est un patient que moi, à la base, je connaissais pas, que j'avais juste dans ce contexte-là, tu sais, j'ai laissé les liens se faire aussi avec Transplant Québec là, pour la famille. Fait que j'ai joué un rôle un petit peu plus secondaire de ce côté-là dans cette situation-là. Puis est venu le moment, j'appréhendais, tu sais, que ça se fasse en salle de réveil ou tu sais, que ce soit un petit peu moins humain comme contexte, mais finalement, on a eu une chambre à côté du bloc opératoire. Fait que c'était possible, dès que le décès était déclaré, de partir rapidement puis d'entrer directement au bloc opératoire. Fait que c'était dans une chambre de soins traditionnelle, là, une chambre où le patient était tout seul avec sa famille. Fait que ça s'est passé là. Le monsieur avait hâte. Il était comme, OK, là, j'ai hâte que ça se fasse, tu sais, une espèce de vouloir qu'on règle les choses dans sa façon qu'il était aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que ça s'est bien déroulé. Ça s'est déroulé paisiblement, tu sais, avec beaucoup d'amour dans la chambre, comme c'est souvent le cas, là, dans les contextes d'aide médicale à mourir, là. La famille est là, puis tu sais, il y a beaucoup de peine, mais tu sais, l'amour est palpable, là, tu sais. Fait que c'est ce qu'il a vécu comme dernier moment, ce beau monsieur-là. Et vous, comment vous vous êtes senti dans ce contexte particulier? Oui, c'est ça. J'ai accompagné plusieurs patients, plusieurs familles en aide médicale à mourir. Là, c'était particulier. Je suis en soins palliatifs, hein. Fait que moi, c'est la fin de vie que j'accompagne. C'est la mort qui arrive, qu'on accueille. Puis là, de savoir que finalement, il y aurait quelque chose, il y aurait des vies qui viendraient après ça. Quelque chose qui m'apaisait probablement un peu aussi comme ça l'apaisait le patient. Voici à nouveau Stéphanie Pelletier de Transplant Québec. En aide médicale à mourir, on a réalisé une première ici à Sorel. Au moment, dans la chambre, de déclarer le décès de M. Dulon, ça nous a demandé de faire intervenir 2 médecins, puisque Marie-Josée, bien qu'elle soit habilotée à donner l'aide médicale à mourir, il n'est pas encore prévu par la loi qu'elle puisse déclarer le décès en vue du prélèvement des organes. Dans la chambre, il y a aussi Nadège de Grandpré, infirmière clinicienne, et Amélie Desrosiers, infirmière auxiliaire. Moi, j'ai trouvé ça émotif. Il était généreux de penser à ça parce que, dans le fond, il pense aussi à se libérer, lui, de ses maladies, mais aussi il donne à donner au suivant, là. On devait être là pour la famille et pour le patient. Puis c'était surtout pour le transfert au bloc opératoire. Dans le fond, on avait 30 secondes pour l'envoyer au bloc opératoire. Toute l'équipe de chirurgiens était déjà prêt. C'était très impressionnant de voir la logistique de tout ça, puis que tout le monde était en contact et se parlait. C'était vraiment une précision chirurgicale, là. C'était vraiment beau à voir. Jean-François David, préposé aux bénéficiaires, a transporté Michel Dulon en salle d'opération après son décès. Le protocole était d'amener le patient sur une civière. Moi, j'ai décidé, pour que ce soit plus humain, de le faire dans son lit et d'ensuite amener son lit au bloc opératoire.
Ensuite, dans la salle d'opération, une minute de silence a été observée par la quinzaine de travailleurs de la santé qui étaient présents. Ça ressemblait vraiment comme ce qui se passe dans le sport. À un moment donné, quand il faut un moment de silence, il n'y a rien. On entend une mouche voler. Ben là, on entendait le vent souffler, c'est tout. Amélie Deschenaux est infirmière en salle d'opération et participait pour la première fois à une telle intervention. Quand on pense aux gestes qu'on s'en allait poser, les émotions venaient nous chercher un peu. Là, il y avait des larmes qui coulaient, puis le petit moton dans la gorge, comme on dit. Je faisais partie des infirmières en externe, parce que lors d'une chirurgie, on a des infirmières qui sont, comme on dit, brossées stériles en interne, et on a des infirmières également en externe qui contribuent à la chirurgie en fournissant le matériel stérile, en surveillant les bris de contamination, les bris de stérilité. Et ceux qui procèdent donc au prélèvement, ce sont des médecins spécialisés que vous avez fait venir à Sorel-Tracy? Absolument. Donc, on a toujours des équipes de greffe qui sont habilitées à faire du prélèvement d'organes. Ce sont des équipes qu'on déplace. C'est toujours nos équipes de chirurgiens qu'on amène dans tous les centres hospitaliers du Québec, en fait, qui pourraient se voir recevoir une demande de don d'organes après aide médicale à mourir. Ça peut arriver n'importe où, dans n'importe quel centre hospitalier, puisque tous les médecins qui font de l'aide médicale à mourir pourraient offrir le don d'organes à leurs patients et voir un patient choisir cette option de fin de vie-là. À ce moment-là, on amalgame le savoir-faire des blocs opératoires de ces centres hospitaliers-là avec le savoir-faire de nos chirurgiens préleveurs et on les met ensemble dans leur savoir-faire respectif. Ça dure combien de temps l'opération pour le prélèvement? Puis on a combien de temps après pour greffer? Alors, un prélèvement d'organes, grosso modo, tout dépendamment du nombre d'organes à prélever, on peut se donner environ 3 heures. Après, le temps qu'on a pour greffer les organes, ça dépend de plusieurs choses. Les reins, on peut se demander s'ils vont être mis sur une machine qui va les garder un peu plus longtemps. On parle du LifePort. On peut se donner jusqu'à 24 heures là, avant de greffer des reins sur LifePort. Pour le cœur, on va se donner 4 à 6 heures. Le foie, 4 à 8 heures, 6 à 8 heures. Pour les poumons, on essaie de les greffer dans les meilleurs délais, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut toujours greffer les organes dans un meilleur délai et que les chirurgiens, lorsqu'ils retournent dans leur centre hospitalier avec leurs organes, généralement, le centre hospitalier receveur, qui a le receveur, est habituellement prêt à faire la greffe et a une plage opératoire pour greffer cet organe-là déjà prévu là, et le patient est déjà au centre hospitalier prêt à être greffé. Parlez-moi de M. Dulon. Il était comment, ce monsieur-là? C'était un monsieur de peu de mots. Son Parkinson avancé ne lui permettait pas de s'exprimer comme il aurait voulu s'exprimer, je crois. Moi, je l'ai connu à travers sa famille, davantage. Une famille forte, j'ai envie de dire. Une famille généreuse. Un monsieur généreux aussi. Un monsieur au regard doux, aider l'autre, aider son prochain, ne pas partir pour rien. Ça faisait partie de qui il était. J'ai voulu offrir aux patients ses dernières volontés qui étaient de faire le don d'organes. Fait que j'ai pris sur moi de dire, faisons en sorte que ça se réalise. La famille de M. Dulon préfère vivre ces moments dans l'intimité, mais une de ses filles, avec qui j'ai pu m'entretenir à quelques reprises et qui a toujours été favorable au don d'organes, dit que son père, un ingénieur mécanique qui a fait carrière à Sorel, était un bon vivant, un sportif qui adorait aussi le jardinage. Un homme organisé, décidé, qui pensait aux autres. Il l'a été jusqu'à la fin. Juste avant de procéder à l'aide médicale à mourir, on a demandé à M. Dulon s'il acceptait qu'on utilise son histoire, qu'on médiatise un peu là, le geste qu'il faisait, le beau geste qu'il faisait pour permettre d'informer les gens de cette possibilité-là de donner. Puis, étant comme il était, comme cet homme-là, fier et très, très, très généreux, il a accepté généreusement aussi qu'on utilise son histoire. Diagnostic, le balado, est une production du CIS de la Montérégie-Est.